tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un point lecture un petit peu en avance. Je compte faire des points lecture plus régulièrement parce que ça ne me convenait pas de toute façon de faire un gros point lecture en fin de mois. C'était juste pas possible du point de vue de ma mémoire. Et puis trop de bouquins à présenter et du point de vue de la durée de la vidéo. Donc je commence tout de suite par vous exposer les 4 livres, parce que là j'ai pas encore fini le 5e au final. Les 4 livres que j'ai lus en ce début de mois de décembre. J'ai commencé avec 2 contemporains que j'ai pris à la bibliothèque. Le premier c'est La liste de mes envies. Donc c'est l'histoire de Jocelyne, une femme dans la cinquantaine je crois, qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a 2 enfants qui vivent loin de la maison, un mari, elle travaille dans une mercerie, elle tient un blog sur la couture, un blog qui a quand même pas mal de succès. Et voilà, en fait, c'est l'histoire de cette femme qui dresse de temps à autre des listes de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle voudrait, voilà, sans plus de prétention, hein, simplement un fer à repasser ou voilà, des choses de la vie quotidienne. Et elle a 2 amis qui jouent régulièrement au loto et qui la poussent à essayer au moins une fois, ce qu'elle fait, et elle gagne. Le truc qui n'arrive jamais, hein, bien sûr, hein, on joue une première fois. Et elle gagne 18 millions d'euros. Et là, on se dit, sa vie va complètement changer. Et finalement, elle continue à dresser ses petites listes. Et on s'aperçoit que les listes restent les mêmes. Elle n'a pas des envies grandioses, elle n'a pas... En fait, ce qui change, c'est qu'elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Si vous voulez, elle fait sa liste, voilà, il y a toujours le fer à repasser. Après, elle pense à des choses un peu plus extravagantes, une petite veste de chez Chanel, ou... Voilà, mais après, elle pense à ses enfants, plutôt payer la fac de sa fille, ou elle pense à son mari, la voiture de sport de son mari, le tour du monde, Voilà. Et en fait, cette histoire, c'est une réflexion sur l'argent, sur ce qui change quand on a de l'argent, mais aussi une réflexion sur tous les problèmes entre les générations, tous les problèmes qu'elle a avec ses enfants, les problèmes de couple qu'elle a avec son mari, parce que dans le bouquin on fait quand même pas mal de flashbacks dans le passé pour voir... Oui, forcément flashback, c'est dans le passé, Maud. Elle fait pas mal de flashbacks où on voit un petit peu ce qu'a été sa vie, qui n'a pas été forcément facile, mais bon, elle s'en plaint pas parce que pour elle, elle est heureuse, elle n'a pas besoin d'argent pour être heureuse. Voilà, c'est toute une réflexion sur, en fait, est-ce que l'argent fait le bonheur au final? Est-ce que avoir gagné tant d'argent va faire qu'elle va être plus heureuse? C'est un livre qui se lit extrêmement vite. Moi j'ai dû le lire en 1h30, voire 2 heures grand max. Voilà, cette femme-là, elle aime sa vie, elle aime son travail, même si tout est banal. Elle ne vit pas ses rêves, mais elle est heureuse. C'est un livre qui aborde beaucoup de thèmes, tels que l'amour, tels que voilà, l'argent, etc. Avec beaucoup de lucidité, j'ai trouvé. Tout ce qui est l'amour, voilà, c'est... Elle aime son mari, mais elle sait très bien que c'est pas la passion folle dont on parle dans les livres. Elle est bien consciente de tout ça. Et j'ai été vraiment agréablement surpris que ce soit un homme qui écrive cette histoire-là. Et ce point de vue de femme. Parce que vraiment, les sentiments qu'elle exprime,
tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de son mari, de ses enfants, etc. Moi j'ai trouvé que c'était très très bien amené. J'ai trouvé que cet homme avait réussi magistralement à se mettre dans la peau de cette femme. Alors moi j'ai bien apprécié ma lecture, après ça transcende pas, c'est pas transcendant comme histoire, c'est vraiment une histoire toute simple, même si il y a ce rebondissement en cours d'histoire où elle gagne 18 millions et il y a d'autres rebondissements aussi, vous vous en doutez. On a quand même envie d'aller jusqu'au bout et de voir si elle peut être heureuse malgré tout et malgré tous ces changements qui vont bouleverser sa vie. Je sais qu'il y a un film qui a été fait par rapport à ce livre, mais je vois mal comment on peut retranscrire ce livre en film. Franchement, il faudrait que je me lance dans le visionnage de ce film parce que là, je vous le dis, hein, le livre il est très très court. Hein, en 1h30 on l'a fini. Donc un film qui fait la même durée que la lecture du livre, ça me paraît un peu étrange. Voilà pour ma première lecture. Ma deuxième lecture est aussi un contemporain. Il s'agit de Quand revient l'été de Justine Cronin aux éditions Mercure de France, collection Bibliothèque étrangère. Alors ce livre, je l'ai pris parce que l'auteur m'avait bouleversée dans un livre autre, dans Le Passage. Comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite pour ce coup de cœur monumental. Ce coup de cœur n'est pas un contemporain, hein. Il s'est lancé dans autre chose, il s'est lancé dans du fantastique. Moi, celui que j'ai lu, c'est une de ses premières œuvres. Je crois que c'est la deuxième œuvre qu'il a écrite. Et là, c'est donc un contemporain, je vous l'ai dit. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si au début, je n'étais pas franchement emballée. Je vous le dis sincèrement. Ils vendent en fait deux familles. La première famille, en fait, ça se déroule sur énormément de temps. Je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine d'années. Donc on suit le grand-père, on suit après son fils qui se marie, qui a une fille. Donc en fait on suit cette famille-là, qui s'est installée dans un coin perdu du Maine, un lac, de la forêt, vraiment perdu au milieu de nulle part, où la seule activité c'est la pêche. Et en fait ils vivent de ça, ils accueillent des touristes chaque année en été, parce que l'hiver de toute façon les routes sont impraticables, ils sont vraiment coupés du monde. Et chaque été, ils accueillent des touristes. Et une année, je ne sais plus quelle date, ils accueillent un touriste un peu particulier, un père qui vient avec son jeune enfant. Et cet homme-là va revenir chaque année. Pas toutes les années, je vous l'avoue, mais ça va devenir un habitué. Et en fait, on suit cette famille et ce monsieur qui revient. Et on va le suivre pour la dernière fois en fait qu'il vient dans ce domaine, puisque il est mourant, il est atteint d'un cancer et il souhaite venir une dernière fois. Donc en fait en trame nous suivons cette dernière visite et par beaucoup de flashbacks nous suivons tout ce qui est arrivé à cette famille, à cet homme au cours des 50 dernières années. Et au travers de plusieurs narrateurs. Nous suivons 4 narrateurs différents, dont ce monsieur. Nous suivons Joe qui est le fils du vétéran de guerre là, qui a bâti ce domaine. Nous suivons Jordan, qui lui ne fait pas partie de la famille, mais qui est employé par la famille et qui s'est un petit peu incrusté dans cette... Je dis beaucoup de fois famille, hein, je m'excuse. Et nous suivons aussi, je ne sais plus qui nous suivons, Lucie. Voilà, Lucie, la femme de Joe, donc le fils du vétéran, je ne sais pas si vous comprenez. Et bref, en fait, tous ces personnages sont liés, on voit leur évolution au travers des années. Tout ce qui leur est arrivé de bien comme de moins bien, parce que durant ces années, il y a eu la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam où les jeunes garçons étaient réquisitionnés de force et envoyés se faire tuer. Et donc Joe
est obligé de s'enfuir et devient déserteur et recherché un petit peu de partout, donc il est obligé de partir au Canada. Et puis c'est tellement touchant, le pauvre vieux monsieur qui revient pour dire adieu, on ne peut être que touché, franchement c'est un crève-cœur de le voir si mal en point alors qu'on l'imaginait dans les flashbacks tellement plein de vie, tellement heureux d'aider, tellement... voilà. Si vous voulez, il y a ces personnages-là et je vous l'ai déjà dit juste avant, le lieu qui je trouve est un personnage à part entière parce qu'on vous le décrit tellement bien, il est tellement présent tout du long avec ce ponton qui est le lieu de tellement d'aventures de ces jeunes personnes. Ça a l'air tellement beau, c'est... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même si je vous dis, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a tellement de personnages au début que je m'embrouillais sans cesse. Puis je ne voyais pas trop où voulait en venir l'auteur. Et puis en fait, moi j'ai plongé la tête dedans et c'est comme le passage, j'ai été embarquée. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai continué pour le challenge des lectures de l'imaginaire par un livre qui me faisait terriblement envie parce que j'ai entendu que des bonnes critiques, surtout sur la chaîne d'Hélène, Petite Elfe, avec Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Alors celui-là, je voulais le lire, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de fantasy. Donc je voulais m'y remettre, justement pour le challenge. Mais j'avais entendu que la fin du 1 était tellement affreuse que Gabriel Katz faisait un tel suspense qu'il fallait avoir le tome 2 sous la main pour ne pas être trop dégoûtée. Et je n'ai pas le tome 2 sous la main. Je comptais me l'acheter de toute façon. Mais je me suis dit, allez hop, on y va, c'est pas grave. Je voulais commencer mon challenge avec cette lecture. Et je n'ai pas été déçue. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été heureuse de sortir un petit peu des romans trop jeunesse. Dans le sens où on se retrouve dans un monde assez barbare. Où des gens se font tuer dans la rue de cette ville qui est Kyrenia. On se retrouve avec des bandits qui sont sur les routes de campagne. Enfin bref, on ne sait pas ce qui peut arriver dans ce livre. On a l'impression que n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Donc ne vous attachez pas aux personnages. Vous savez qu'il peut y avoir des trucs qui peuvent se passer, des trucs de fou. Je vais vous faire le résumé quand même. Dans ce livre, Lekmarek est un champion d'arène. Et il décide de prendre sa retraite. Il décide que ça suffit, qu'il a envie de connaître ses enfants, ses 2 fils, qui ont vu grandir. Lui, il ne les connaît pas. Et il décide de leur offrir une meilleure vie en les emmenant dans la grande ville de Kyrenia, qui est un petit peu la plus grande ville au monde, dans leur monde, la capitale de tout. Donc il décide de les emmener là-bas et part sur les routes avec eux et avec ses serviteurs. Ce qu'il n'avait pas prévu, en revanche, c'est que sur le chemin, il croise la route d'une jeune prêtresse qui se fait agresser par les Rédempteurs. Il les appelle les Rédempteurs. Et en fait, en voulant sauver cette jeune prêtresse, il se met à dos les Rédempteurs et c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Si vous voulez, dans cet univers, la grande religion, c'est celle de la grande déesse qui sévit à Kyrenia. Kyrenia, c'est vraiment la capitale où il y a le temple avec le patriarche qui gouverne, tous les prêtres, etc. et qui servent la grande déesse. Et cette prêtresse est en train de prôner une autre religion qui est le culte d'Oshin. Et si vous voulez, les Rédempteurs sont à la solde de la grande déesse.
et tue tous les prêtres d'Oshin pour éviter que cette religion ne s'étende et n'arrive jusqu'à Kyrenia. Donc Letmarek va se mettre sur leur chemin et il va voir sa vie complètement bouleversée par cet acte qu'il a fait envers elle. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça arrive très vite dans le roman, donc vous verrez, il y a pas mal de rebondissements. Et en effet, je confirme, la fin est juste affreuse. Je ne vois pas comment on peut rebondir après une fin pareille. Mais de toute façon, ce livre est en 2 tomes. C'est un diptyque, donc en lisant le 2e tome, voilà, c'est fini. Donc ça, c'est chouette parce que moi, j'en ai marre de me lancer dans des sagas qui ont X tomes. Que vous dire? Franchement, moi, j'ai adoré cet univers. J'ai adoré les rebondissements de fou qui s'y passent. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'on suive autant le culte d'Oshin avec les prêtres, avec Letmarek qui les rejoint au final, avec le danseur. Vous verrez, il y a un personnage que je trouve très amusant, qui est un autre combattant du culte d'Oshin, qui est le danseur, et moi j'adore ses interventions. Bref. Mais on suit aussi tout ce qui se passe à la citadelle, au temple, là où gouvernent les têtes bien pensantes de ce royaume, et avec Varian. Nous avons Varian qui lui est un novice du culte de la grande déesse, et qui arrive en ville et qui veut se hisser jusqu'au plus haut et devenir patriarche. Voilà, il a vraiment un ego surdimensionné, il pense qu'il peut y arriver. Et c'est vrai que très vite, il se hisse dans la hiérarchie. Et j'ai bien aimé avoir les 2 points de vue. Moi, j'ai trouvé que c'était une lecture haletante, le style est très bien fini. Les actions sont très rapides, on s'étale pas des heures et des heures sur une description. Ça se lisait très vite et c'est très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé et je lirai le 2 avec plaisir. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Phobos, tome 1 de Victor Dixen, paru aux éditions Robert Laffont, collection R. Ça y est, j'ai lu enfin Phobos. Il va falloir que je lise le tome 2 qui est paru maintenant. Mais je l'ai lu, ça y est. C'est vrai que à la base, moi, le pitch m'intéressait, enfin, me donnait pas forcément envie de le lire. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous lisez la 4e de couverture, ça vous dit 6 prétendants d'un côté, 6 prétendants de l'autre, ils vont se retrouver dans l'espace pour des speed dating de 6 minutes, pour apprendre à se connaître et pour, au final, coloniser Mars, se mettre en couple et puis faire plein de bébés et basta. Alors que c'est tellement plus. Ouais, moi j'avais peur les speed dating, j'avais peur de crépage de chignon, de jalousie, que les filles elles soient toutes sur le même gars et que... Et en fait c'est pas que ça, heureusement. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En effet, nous avons l'histoire au sein du vaisseau, dans le Cupido, où nous suivons Léonore qui est la candidate française. Si vous voulez, c'est une fille assez intelligente qui a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs dans sa vie. Et elle n'est pas la seule parce que tous les candidats ont un peu eu une vie merdique avant de se retrouver dans ce vaisseau. Et on suit Léonore pour le côté des filles et on ne suit aucun garçon du côté des garçons. Mais surtout, on suit ce qui se passe dans la base de commandement sur Terre. Donc on voit toutes les petites manigances qui se passent et on se dit, il y a quand même un problème là. On sent venir, on se dit, il les envoie là-haut, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, nous suivons le point de vue du téléspectateur qui est devant sa télé, puisque tous les speed dating sont retranscrits
comme si nous étions téléspectateurs. Comme si nous étions à la place de ceux sur Terre et qui assistaient à ce speed dating. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le style scénaristique qu'il y a en début de chapitre. On débute toujours un chapitre par contre-champ, intérieur du vaisseau, enfin bref, voilà, vraiment comme dans un scénario d'un film. Et c'est ce qui rajoute un petit peu à cette ambiance télé-réalité. Et voilà, mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est que l'histoire est bien plus complexe que ça. Il y a une vraie révélation qu'on vous fait au bout d'un tiers ou un quart du livre. Nous, on partage ce secret, mais eux là-haut, ils en savent rien, ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur le coin de la figure. Bref, il y a un suspense de fou. Ça se termine un petit peu aussi en petits points. On ne sait pas où ça va se terminer. Et c'est en ça que c'est intelligent parce que ça nous donne envie de lire d'eux. Que vous dire d'autre? Il y a pas mal de personnages. Moi j'ai trouvé un peu dommage parce que c'est pas assez développé du point de vue des personnes qui sont à l'intérieur du vaisseau. Si vous voulez, on s'intéresse à Léonore, on connaît un petit peu la vie aussi des autres filles parce qu'elle vit avec eux. Et du côté des garçons, on ne sait absolument rien. S'il y a un garçon qui est un peu développé, c'est Mozart. On sait un petit peu son passé. Les autres, on sait rien du tout. Mais alors, rien. Donc je pense peut-être que ce sera développé dans le prochain, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a été vraiment très survolé. Moi j'ai bien aimé, c'est assez haletant, il y a quelques petites longueurs de temps à autre, mais ça s'écoule quand même assez vite. Le livre se lit très très vite. Et c'est plutôt original, plus original que ce que je pensais. Est-ce que je vous parle du 5e livre? Je ne l'ai pas encore terminé, mais donc c'est ma lecture en cours. Il s'agit d'After, d'Anna Todd. J'en suis au tome 4. J'avais dit un par mois, je m'y tiens. Le tome 4, et pour l'instant je suis assez contente de ce tome 4 parce que on a changé de décor, on a changé de personnes qui gravitent autour de Tessa et Hardin et ça fait du bien, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu plus adulte, on part moins dans les querelles de pseudo-adultes de la fac. Je trouve ça mieux. Je suis toujours aussi curieuse de savoir comment ça va se finir tout ça parce que moi je vois pas de solution franchement. Je sens profiler un truc que j'aime pas vraiment. Et j'espère que je vais me tromper et j'espère que l'auteur ne va pas aller dans cette direction. On verra bien. La suite dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu un de ces livres ou si vous comptez peut-être les lire. Et je vous fais des gros bisous et vous souhaite une bonne journée, soirée, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. De très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.